Super, 19h bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal, première de l'année 2025. Préalablement à l'ouverture de la séance, je vais faire l'appel. Monsieur Griner présent, Madame Kaczmarek Présente. Monsieur Jasinski, il est absent. Madame Coquelet, Présente. Monsieur Larsin, Présent. Madame Champion, Présente. Monsieur Moreau, Présent. Madame Denis, Présente. Monsieur Tourillon, Présent. Madame Batou, Présent. Monsieur Cardon, Présent. Madame Donte. Présent. Madame Ansar-Lisiane sera absente et sera représentée par Madame Donte. Monsieur Lecoq, Présent. Monsieur Silvestri, Présent. Monsieur Namor, Présent. Madame Bricou, Présente. Monsieur Ducrot, Présent. Madame Leduc Alexandra, absente excusée, sera représentée par Monsieur Griner. Madame Ansar-Delphine, absente excusée, sera représentée par Madame Patou. Monsieur Zelka, Présent. Madame Dubocage, Présente. Monsieur Chic Damien, absent excusé, sera représenté par Monsieur Larsin. Madame Barbois-Fanny, absente excusée, sera représentée par Madame Denis. Madame Guisgan-Fernande, absente excusée, sera représentée par Monsieur Gaillet. Monsieur Gaillet. Présent. Madame Lartige, absente. Monsieur Vermersch Présent. et Monsieur Fournier, absent. Très bien. Les conditions de quorum étant réunies, nous allons pouvoir entamer l'examen de documents qui vous sont, délibérations qui vous sont soumises à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Préalablement à cela, deux choses. La désignation d'un secrétaire de séance. Mon regard cherche et trouve Monsieur Ducrot. Si vous en êtes d'accord et s'il en est d'accord pour assumer le secrétariat de séance. C'est bon pour tout le monde. Il est désigné. Deuxième sujet, vous avez une petite modification au niveau de la délibération 3.8. C'est simplement le tableau de financement qui évolue, puisque les niveaux de prise en charge dans l'appel à projet ne sont pas 75% par département, mais 50% des dépenses éligibles hors taxes. Donc, vous avez juste un tableau à jour et une délibération à jour. Ça ne remet pas en question, ce n'est pas une nouvelle délibération, c'est juste une actualisation pour que ce soit fait dans les règles les plus correctes. Très bien. Et bien, premier sujet, et sujet classique, c'est l'approbation du PV. La dernière réunion en date du 19 décembre 2024. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières quant à ce PV. Pas de remarques particulières, on peut le valider ensemble. Merci bien. Les ratifications des décisions dans le cadre des pouvoirs que le Conseil municipal a bien voulu me déléguer. Le premier, sans surprise, c'est le contrat de prêt suite à une consultation et qui a été signé avec le Crédit Agricole. C'était l'offre la plus intéressante, avec un taux de prêt à 3,44 sur une durée de 20 ans, et le prêt à 1 million d'euros, ce qui a été prévu au ROB et au budget, conformément à nos engagements. Vous avez ensuite un contrat de cession de spectacle avec la société Live Tunat SAS. Pour le spectacle The Bridge, c'est le spectacle qui aura lieu samedi soir dans le cadre de la soirée Saint-Patrick à la salle des fêtes, et le contrat s'élève à une valeur de 2015 € TTC. Vous avez une convention de partenariat avec l'association Espace Plazo Limité International, notamment pour des actions dans le cadre des représentations dans le cadre du festival annuel. Ce sera plusieurs représentations instant nomade du 14 au 16 mai à la salle des fêtes, et le montant global de la convention est de 4 747,50 €. Vous avez un contrat de cession avec Engelia Spectacle pour une représentation du spectacle Un Noël en chantier à la bibliothèque municipale le 4 décembre 2025, c'est déjà bien anticipé, et le coût du spectacle c'est 800 € TTC. Vous avez les conventions, j'ai signé des conventions de participation au dispositif Avance BAFA, que nous avions délibéré sur principe et que j'ai renouvelé sur le titre des conventions et des délégations que vous avez bien voulu me confier, toujours dans les mêmes conditions. Vous avez les différents éléments avec les coûts de participation, les frais d'adhésion au STAJ qui est la support qui réalise le stage BAFA, le stage de base, pardon, et les niveaux de récupération, puisqu'on fait une avance sur les stagiaires et on les récupère ensuite lorsque les stagiaires réalisent leur stage au sein de l'ACM en juillet. Vous avez le contrat de mission de coordination sécurité et de protection de la santé au niveau des travaux de rénovation de la salle Céline Coquelet qui ont commencé il y a une quinzaine de jours, et ce contrat-là a été confié à Madame Lefebvre pour un montant total de 1899,60 € TTC. Enfin, vous avez les décisions attributives de la réhabilitation de la cuisine de la salle Céline Coquelet. Dessus, vous avez un lot 1 gros œuvre carrelage qui a été attribué à la société Dimusio, menuiserie extérieure, un lot de Dimusio, lot 3 pour ventilation chauffage Dimusio, le lot 4 électricité SAS EIN et le lot 5 peinture sol neuf.
Les conditions de rémunération sont prévues dans les documents contractuels. Si vous les souhaitez, ils sont à votre disposition sans aucune difficulté. Voilà pour ces informations au conseil municipal. Nous entamons la première délibération dans la thématique des sujets financiers. Il s'agit d'une DM numéro 1 au niveau du budget. DM qui est issue notamment d'erreurs d'imputation. Si je regarde Nathalie Fouache qui est ici, notamment des erreurs qui ont été relevées, notamment avec le passage en M57 et la bascule avec le nouveau logiciel comptable. Il y a des choses qui sont à clignoter, donc on fait les réajustements nécessaires. Il n'y a pas plus, moins de recettes ou je ne sais quoi, c'est juste des réécritures et des rétributions au bon endroit avec la bonne nomenclature budgétaire, à la fois au sein de la section d'investissement, mais également au sein de la section de fonctionnement. Voilà, je pense que sur le prochain conseil municipal, on sera déjà avancé dans le fonctionnement de l'année ou suivant, juste avant l'été. Généralement, on refait le DM, où là, il y a des ajustements liés à l'évolution et au premier mois de fonctionnement de la commune et qui demandent des ajustements nécessaires de crédit ou des nouvelles recettes ou d'autres recettes qui étaient prévues finalement qui ne viendront pas. Là, on est vraiment sur des questions d'écriture budgétaire et de rebascule. De toute façon, vous pouvez voir des montants en moins, en plus, à chaque fois, ces montants correspondent et sautent finalement d'un article à un autre. Donc voilà pour ces éléments-là. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Pas de remarques particulières sur cette DM. Je vous la soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Oui, abstention. Une abstention plus Madame Guisgan. Des avis contraires? C'est voté à la majorité. Je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération de principe sur le remboursement des prestations encaissées par régie. On se rendait compte que sur les différentes régions, on ne pouvait pas réaliser des remboursements, notamment sur des cas de force majeure. Vous avez des personnes qui malheureusement ont été malades, bien sûr sur justificatif, ou qui ont été touchées par un décès ou un accident qui ne leur permet pas de participer. L'objectif ici, c'est, sous présentation de ces justificatifs, de pouvoir procéder directement par la régie, après avis de l'ordonnateur, parce que bien sûr, ça retombe sur moi, au remboursement de ces personnes-là dans les conditions de présentation des documents et dans ces 3 conditions très précises de maladie, d'accident ou de décès, sans difficulté. Donc, si ça fait des remarques, ça émet des remarques particulières. S'il n'y a pas de remarques particulières, je soumets au vote. S'il y a des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons ensuite un protocole d'accord suite à un dégât des eaux chez l'un de nos locataires, qui a eu un dégât des eaux et qui a réalisé lui-même les travaux de remise en état suite à ce dégât des eaux, notamment dans une partie sanitaire. Il nous a écrit, c'était effectivement des travaux qui incombent aux propriétaires et donc à la ville. Donc l'idée était de dire simplement, voilà les frais que vous avez engagés, qui auraient dû être des frais engagés par la ville et que vous avez à réaliser très rapidement pour éviter que la situation se dégrade. La commune, on vous propose via le conseil municipal de bien vouloir procéder au remboursement. Les justificatifs ont été donnés, on s'est bien rendu, enfin les services techniques sont rendus pour constater que les travaux avaient été faits en bonne et due forme et que c'était conforme. Donc voilà, l'objectif de cette délibération, c'est de pouvoir procéder au remboursement des frais que notre locataire s'est engagé par avance pour que la situation puisse se résoudre dans les meilleurs délais. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non, pas de remarques, simplement dire où et dire qui. C'est le logement ici juste derrière, chez M. Palustélic. Voilà, simplement. Pas de problème particulier? C'est bon pour vous? On peut le voter à l'unanimité? Super, merci bien. Vous avez ensuite la proposition du vote des taux d'imposition qui sont proposés. C'est la délib de l'année dernière. On a proposé de ne pas faire de mouvement. On avait discuté au moment du ROB de se dire soit de les laisser tels quels, soit de faire une diminution légère qui irait en compensation d'une revalorisation des bases locatives. Les revalorisations de bases locatives ne sont pas forcément revues à la hausse et sont assez stables. On a une diminution sur certains sujets qui sont pour nous liés à la fin de déclaration d'un certain nombre de démolitions qu'il y a pu y avoir sur la commune. Donc sur le secteur de Blanc-Bisseron, sur le secteur du Corbeau, et forcément on a un trou parce qu'il y a moins de foncier bâti dessus. Pour le reste, il n'y a pas d'évolution à la hausse des bases fiscales, donc on vous propose, il n'y a aucune raison d'aller diminuer les taux, parce qu'il n'y aura pas d'effet sur le sujet, donc de revoter, de reconduire les taux au même niveau que ceux qui avaient été proposés en 2024, donc aussi 2023, sans difficulté particulière. Je ne sais pas s'il y a des remarques, alors souvenez-vous, il y a des sujets un peu techniques dans la délibération, parce qu'il faut prendre en compte les sujets de la taxe départementale et communale avec une part, souvenez-vous, depuis 2 ans,
Il y a une organisation fiscale sur le sujet, donc tout est repris dans le tableau et dans la présentation qui vous est faite. Oui, moi j'avais une remarque Oui. sur les résidences secondaires. Oui, Vous aviez dit la dernière fois que ça concernait une dizaine de locations. oui, C'est ça? Vous avez la taxe d'habitation avec 221 000 € de base. oui. Comment vous expliquez, et avec une recette de 56 213, comment vous expliquez que ça concerne 10 logements? Je ne l'explique pas, c'est les services fiscaux et eux-mêmes ne sont pas en capacité, donc je vais profiter de la commission communale des impôts pour leur demander un petit peu plus de détails sur le sujet. Oui, mais moi je peux vous le donner le détail. Ce sont les maisons libres, c'est tout. Ce sont des habitants qui ne louent pas leur maison. Donc il n'y a pas d'occupants. Donc ça correspond à 221 400 de base. La base moyenne c'est 1090 €. Vous faites la différence. C'est 150 logements qui sont libres, qui ne sont pas attribués à quelqu'un. Donc il n'y a pas de taxe foncière dessus. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller à votre commission et vous aurez les résultats. Comment voulez-vous avoir 221 000 € de base et 56 000 € de recettes avec 10 maisons secondaires? Enfin, J'ai pas compris la remarque. vous n'avez pas compris? Ah bon? Ah, mon cerveau, vous savez, des fois, il ne fonctionne pas comme il faut, j'ai pas suivi du tout le truc. Les maisons ne sont pas les maisons. Les recettes sont liées au niveau des logements vacants, c'est ça que vous dites? Vous avez 221 000 € de base, Ouais. d'accord? Oui. Ça s'appelle, c'est sur la taxe On prend d'habitation. 25 sur la taxe d'habitation, sur la Bien, et TH. 25% 25%. de 221 Sur 000 €. 56 000. Ça fait ça, d'accord? Donc, et vous nous avez dit la dernière fois que ça ne concernait que 10 maisons. Je vous dis, comment vous expliquez que ça, les habitations secondaires, ça ne peut concerner que 10 maisons en ayant 221 000 € de base. Et vous n'avez pas compris. Ben, c'est pas grave. Ce que je vous dis, moi je suis pas spécialiste de la fiscalité. Ben, vous savez bien, attendez, Mais la dernière ça fois- fait 11 ans que je suis là, vous avez bien compris, je sais pas gérer, et à chaque fois on a le tour. Bah oui, Voilà. la dernière fois c'était 300 000 €, Vous vous inquiétez aviez pas, dans quelques mois omis, ce changement. cette vous fois-ci allez- c'est 10 logements. J'attends les sourires, les pas sourires aujourd'hui. Non, ça dépend du soir. C'est peut-être les nouveaux locaux qui. Non, mais qui font quelquefois l'histoire. il est sourire, il besoin. Voilà, bah, merci pour l'explication. Je crois qu'il y a Bah tout ouais. à la DGFIP, il faudrait aller faire du renfort là-bas. Ils en ont besoin, les services. Et allez-y, allez-y, 10 logements, 10 résidences secondaires, 220 000 € de base. Bien, et il continue. Non, mais c'est la taxe complémentaire. Non, mais attendez, Mais alors, la taxe complémentaire à sur les 60 €. résidences secondaires. Eh Là, ben c'est la- oui. on n'est pas sur la taxe sur les résidences secondaires, on est sur la taxe d'habitation. Ah bon? C'est pas l'État qui paye la taxe d'habitation? Ah non, ça ne fonctionne plus de la même manière. L'État l'a compensé. La taxe d'habitation Eh qui ben, c'est c'est parce que la l'État qui commune. compense. Mais non, c'est la commune qui a délibéré sur la non-exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis plus de 2 ans. Mais voilà. Donc vous avez une recette, Oui, c'est celle-là, c'est celle-là. qui n'est pas celle sur la taxe des résidences secondaires, qui elle, quand on interroge des services de l'État, nous dit vous avez une dizaine de maisons qui sont considérées comme résidences secondaires et non résidences principales sur la commune. Souvenez-vous, ils avaient fait un calcul abyssal à une époque avec des sommes extrêmement importantes, qu'on avait dû reprendre au budget. Je me souviens, vous avez dit est-ce que vous allez chercher les sommes? C'est pas possible, on a dit c'est les impôts et les services fiscaux qui nous ont communiqué ces sommes-là, qui étaient très importantes. Et je me souviens très rapidement, on avait dû faire une DM parce que les impôts nous ont dit ah non, finalement, dans notre calcul, on s'était fortement trompé. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? Je ne suis pas spécialiste. La taxe d'habitation a disparu. Elle a été compensée par une dotation de l'État. Parce que là, on est d'accord. Sauf que comme notre commune, contrairement à d'autres communes, avait voté il y a quelques années le maintien, la non-exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants depuis plus de 2 ans, elle touche toujours des recettes issues de la taxe d'habitation au taux de 25% que vous avez mis sur la base de 221 000. Si on n'avait pas voté cette non-exonération de la taxe d'habitation sur les logements vacants, cette recette, on ne l'aurait pas. Par contre, on aurait une recette sur les taxes sur les logements secondaires qui se limite à une dizaine de logements sur la commune. Et qui, eux, sont repris certainement dans la taxe foncière bâtie. Vous vous renseignerez à la commission. On posera la question à la Voilà, commission. vous verrez. Ça marche? Ah oui. Après ces petites remarques techniques, pas de remarques particulières sur le reste, est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons une série de demandes de subventions auprès de différents organismes, surtout le département, mais en premier lieu Valenciennes Métropole, sur différents projets. Valenciennes Métropole, on fait la demande de subvention ZIC, donc soutien aux investissements communaux, c'est une enveloppe qu'on a sur le mandat. On demande le solde de l'enveloppe puisqu'on arrive en fin de mandat, notamment pour flécher sur les travaux de l'hôtel de ville.
Il nous reste à peu près 255 000 euros, si je ne me trompe pas, un petit peu plus de 255 000 euros. C'est ce qui vous est proposé. Donc de solliciter l'agglomération pour obtenir ce solde de subvention, le solde de l'enveloppe qui était disponible, et pour les flécher sur les travaux de rénovation de l'hôtel de ville. Je sais pas s'il y a des remarques particulières. Pas de remarques particulières. Est-ce qu'on peut passer au vote? Des abstentions, des avis contraires, c'est Oui. voté. Les Deux avis contraires. oui, mais ça concerne... Les travaux d'hôtel de ville. Bien sûr. Oui, c'est vrai, vous avez dit que c'était pas pour vous un programme prioritaire. Voilà. Logique. Non, parce qu'en autofinancement, je vois 1 203 000. Et Et je vois qu'en autofinancement, on arrive à dégager 1 203 840,71 euros. Alors qu'on s'entend parler d'associations qui n'ont on n'a pas d'argent. Par exemple, Ciel Bleu, j'ai entendu ça dimanche passé. Mais je me suis dit, je vais me renseigner. oui, renseignez-vous, mais bon, on est simplement. C'est pas une association de la ville, hein. Ouais. C'est pas une association de la ville, c'est un prestataire de la ville. Non, mais il y avait plus d'argent pour financer. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment, vous savez, on fait des choix budgétaires quand vous avez un prestataire qui fait des actions qui touchent 4 pieds chinois tout le long de l'année à hauteur de 2 fois par semaine et que ça vous coûte 8 000 euros sur l'année et que les financeurs vous disent non parce que vous avez un comité partenariat où les financeurs regardent quand même quand vous utilisez l'argent. Ils disent bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On propose plus avec Ciel Bleu, comme on propose d'autres actions sur le maintien en santé des seniors. On travaille sur d'autres actions. On va développer des sujets avec la piscine et on est en train de travailler avec 2 autres associations de la commune sur le sujet. Eh bien, soyez aussi convaincant que vous l'êtes aujourd'hui à la personne qui m'a dit cette connerie. Vous voyez? Eh ben, il faudrait qu'elle. C'est une bonne femme. Mais là, il y a une réponse claire. Alors, Vous savez, personne n'a une réponse claire. Je comprends mieux. Soyez aussi Par contre, convaincant monsieur avec cette Mais personne. qu'elle vienne nous Les voir autres la personne. associations, ils ont de l'argent. Comment? Par contre, les autres associations, ils ont de l'argent, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah non, mais je peux vous le Ah comprendre. oui, c'est on va pas expliquer les choses, c'est bien. C'est pas grave. On est OK sur la demande, donc c'est à la majorité et 2 contre. C'est ça. Tout à fait. Ça marche. Le point suivant. On a des demandes de subventions auprès des départements pour des aménagements de trottoirs dans des routes départementales. Ça concerne 2 secteurs rue du Quesnoy où il y a eu des nouvelles constructions d'habitations et où on en profite parce qu'avant c'était pas sûr à ces endroits-là, les trottoirs ne sont pas forcément en bon état. Les chantiers n'ont pas amené non plus facilité parce que les concessionnaires sont venus faire des tranchées, faire des rapports d'eau, gaz, électricité. Donc on en profite pour tout aménager, que ce soit propre devant les 3 maisons. Alors j'ai plus l'adresse ici un petit peu au-dessus du feu rouge pour ces personnes puissent en bénéficier. Vous avez le montant, on peut solliciter sur le total en taxe 36 380 et on peut solliciter le département à hauteur de 9 900. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non, pas de remarques particulières, on peut l'approuver tous ensemble à l'unanimité. C'est très bien. On a ensuite une demande de subvention auprès du conseil départemental à 3.7. Alors accrochez-vous, le dispositif ASRDA, catégorie H. C'est un casse-tête chinois pour se retrouver dans des dispositifs. Simplement celle-là, elle concerne les aménagements, l'objectif de mettre en place, alors c'est laquelle? Non, les régimes de changement de priorité, c'est un sujet qu'on avait déjà discuté il y a quelques années. Et où on avait changé de services départementaux, donc on aura des régimes de changement de priorité sur certaines intersections, pas toutes, au niveau de la rue du Quesnoy. Donc il y a des régimes de priorité qui, pour certains, vont passer en stop, parce qu'ils ne sont pas en stop aujourd'hui, d'autres qui vont passer en priorité à droite, au niveau de la rue du Quesnoy. Ça a fait l'objet de discussions avec les services du département, forcément. Eux aussi, et d'avis de la DDTM, qui sont venus et qui ont fait des visites de terrain, et qui nous ont dit, voilà, là, effectivement, c'est peut-être bien de le passer en priorité, là, non, parce qu'il y a des aspects de dangerosité, ou à proximité de l'école. Par exemple, ils nous ont dit à proximité de l'école, ne passez pas en priorité, parce qu'il y a déjà des gamins qui traversent, du stationnement, des sujets comme cela. Si en plus il y a une priorité, vous allez apporter un côté finalement plus accidentogène qu'ailleurs. Par contre, à trop droit, on peut basculer sur les priorités à droite. L'objectif, encore une fois, c'est en changeant ce régime de priorité, d'avoir la capacité pour les conducteurs qui utilisent la rue du Quesnoy d'être beaucoup plus attentifs et de lever un peu plus le pied, pour certains, pas tous, sur différents secteurs et ces différentes tronçons de la rue du Quesnoy. Je rappellerai une chose, parce qu'on entend énormément de choses, et j'en ai déjà entendu 40 fois, mais pourquoi il n'y a pas des ralentisseurs et patati et patata. On est en zone urbaine, et il y a une législation qui date de 1991, si je ne me trompe pas, qui vous dit que toutes les voies qui ont plus de 3500 ou 4000 véhicules jour situés en zone urbaine, l'aménagement des plateaux ralentisseurs est interdit. Les derniers relevés qu'on a de la rue du Quesnoy en termes de circulation doivent dater de 2019-2020.
on était sur certains secteurs, notamment ici les plus centraux, à plus de 8000 véhicules jour. Donc automatiquement, l'aménagement d'un plat auto-ralentisseur qui fait ralentir, mais pas que, n'est pas forcément conseillé. Qui plus est, je rappellerai qu'il y a quand même des bus, un certain nombre aussi de contraintes qui sont liées à la largeur de voie, parce que au-delà d'être une route départementale, c'est aussi une voie à grand gabarit qui est reprise dans l'itinéraire national et qui prohibe ce genre d'aménagement un petit peu trop lourd sur ce genre de voie. Donc en fait, on est très limité, feu intelligent certes, mais voilà, on ne peut pas en mettre tous les cas de voie, puisqu'il y a quand même des régimes de feu liés au carrefour qui sont assez présents sur la rue du Quesnoy. On peut travailler sur des chicanes, on en parlera après, mais on peut travailler aussi sur des changements de régime de priorité qui obligent à être beaucoup plus attentif sur la rue du Quesnoy. Donc forcément, ça demande l'installation de signalisation, des bascules, et on a donc des capacités à être financées par le département sur le sujet. Le dossier a été déposé cet après-midi, il reste une délibération à ajouter à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non, pas de remarques particulières. Non. Oui. Je sais que nous avons une approche différente des chiffres, mais 3 390 €, ça ne représente pas 75% des 11 155. Je ne comprends pas. Ah bon? Vous ne comprenez pas? Pourcentage de la dépense subventionnable, 75% pour le conseil général. Oui, mais la totalité des travaux ne sont pas éligibles à la subvention départementale. Le coût des travaux, c'est 11 155 hors taxes. Mais dans les 11 155 hors taxes, les 11 155 ne sont pas éligibles complètement. Il n'y a qu'une somme à hauteur de 3 390 € d'éligible. Mais non, ça c'est la recette, c'est le conseil, c'est la subvention du conseil départemental. C'est parce que c'est le conseil départemental qui nous demande de présenter comme ça. Les 75% correspondent à 3 365 de la dépense éligible à la subvention. Les 11 155, c'est pas 75% de 11 155, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai vu tout à l'heure une modif. Oui, c'est ça. Après. Mais la modif, elle parle de 50%, 55%. C'est pas parce que c'est pas les mêmes taux de financement, c'est encore un autre dispositif. Je suis désolé de faire du casse-tête chinois, mais on est dans le dispositif ACRDA, c'est catégorie H. Donc le catégorie H, il y a tous des sous-catégories A. Je vous passe le cinéma, c'est pour monter les dossiers. Ce dispositif-là ne prend pas... Vous voyez, pour réaliser les travaux, il y a de la signalisation horizontale, par exemple, dans les 11 000 et quelques euros. La signalisation horizontale, dans le dispositif, n'est pas prise en compte, n'est pas éligible en subvention. Non, mais d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a dû sortir... Mais il faut faire un tableau à double entrée, parce que là, si vous prenez les recettes, vous avez le total général. Le département veut bien. C'est ce qu'on avait préparé au début, ils nous ont dit non, on veut la présentation de ce type. Eh bien, prenons les sous, on verra bien. C'est bon pour tout le monde? Super, merci. Vous avez donc sur le catégorie J, donc c'est encore un autre dispositif avec d'autres règles. Là, effectivement, c'est pour... alors ça, c'est un casse-tête chinois aussi depuis des années, avec les services du département et les services de l'État qui avaient des injonctions contradictoires sur le sujet. C'est de travailler entre le feu rouge du Calvaire, qui est ici, avenue Pasteur, Paul Cardinal, jusqu'à peu près rue de la Paix, puisqu'après il y a le stationnement. On regardera si ça fonctionne, on fera une deuxième tranche du carrefour Morel jusqu'à l'église de Blanc-Misseron ensuite, pour qu'on puisse travailler sur du stationnement d'un côté à cheval sur le trottoir et sur la chaussée, et je vais expliquer pourquoi, et d'un autre côté une interdiction ferme de stationnement pour permettre la circulation des piétons. C'est simple, c'est que aujourd'hui, si vous faites appliquer le code de la route, on vous demande de stationner sur chaussée, pas sur les trottoirs. Pas de problème. Sur certains secteurs, les chaussées sont assez larges. Sur la rue du Quesnoy, notamment à certains endroits, je prends le secteur où il y a la cité du Calvaire, la largeur de chaussée, si vous laissez des véhicules sur chaussée, n'est plus assez large et ne respecte pas les normes imposées par le département et la DDTM, notamment, je le disais tout à l'heure, au titre du classement, à voie grande circulation. Alors, j'ai plus les détails, il faut qu'il y ait 6,30 m ou 6,20 m. Si vous prenez de bordure à bordure et que vous mettez un véhicule en stationnement, vous êtes à 4 mètres et quelques. Donc, à un moment, les services des DTM et du département nous disent vous ne pouvez pas, sur cette portion-là, autoriser le stationnement tel que le code de la route le fait sur chaussée. OK. Simultanément, c'est le code de la sécurité, enfin, le code routier, c'est ça? Je perds mes mots. Le code de la route, c'est ça. Le code de la route vous dit interdiction de stationner sur les trottoirs. Donc, à un moment, on dit bon voilà, je ne stationne pas sur les trottoirs, je mets sur chaussée, mais si je mets sur chaussée, je ne réponds plus aux normes des DTM. Donc, comment je fonctionne?
si je veux laisser des trottoirs libres, mais en même temps, je ne peux pas interdire. Il faut trouver des solutions pour les habitants, quoi. Enfin voilà, les voitures, elles ne peuvent pas se volatiliser du jour au lendemain. Donc on avait travaillé déjà sur plusieurs points il y a quelques années, qui avaient été retoqués par les services du département, en disant non, ça ne va pas, on n'est pas d'accord. On est revenu, on a travaillé le dossier depuis le mois d'octobre. Je vous garde avec Jean-Marc, avec des services techniques, ça fait l'objet de plusieurs réunions avec les services du département. Il a fallu refaire des relevés, des plans de coupe sur le sujet. Et on a trouvé un accord avec les services du département qui est le suivant, c'est de dire, pour laisser la circulation piétonne, on dégage au moins un des deux trottoirs libres sans stationnement. Alors on autorise l'arrêt, parce que quand Papy m'a mis à décharger ses courses, on ne peut pas commencer à lui faire traverser la rue comme ça, mais en tout cas, stationnement interdit. Et de l'autre côté, on autorise un stationnement à cheval, 90 cm de dégagé, c'est pas PMR, mais au moins ça peut se dégager. La bande de stationnement qui est un peu sur le trottoir et un peu sur la chaussée, et ça nous permet, lorsqu'on prend la limite de la voiture jusqu'à l'autre bout du trottoir, d'avoir la largeur minimale que le département et la DDTM nous imposent au titre des voies de grande circulation. Ça veut dire que vous allez avoir un système de cheminement piéton sur l'un des trottoirs, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, parce qu'il y a des endroits où il y a des maisons qui ont des garages, des entrées cochères, des endroits où il n'y en a pas. Donc on a essayé d'optimiser le nombre de places. Et donc parfois c'est d'un côté de la route, du côté pair, parfois c'est du côté impair, et on fait les traversées piétonnes au niveau des passages piétons qui sont déjà réalisés. Et de l'autre côté, des marquages au sol et de la signalisation qui vous permettra de vous dire, voilà, dans le code de la route et dans notre arrêté général de circulation, au-delà du stationnement sur chaussée, on peut stationner sur les zones qui sont matérialisées au sol, signalisation horizontale et signalisation verticale, pour que les gens puissent se positionner. Donc il y aura tout un système de cheminement avec un trottoir libre d'un côté et un trottoir avec stationnement à cheval de l'autre côté. Ça rentre dans les clous du département et de la DDTR. Il a fallu des fois jouer au centimètre, il a fallu supprimer quelques éléments à droite à gauche, il va falloir reprendre les marquages au sol en ligne médiane, enfin voilà, il y a des enjeux comme cela, mais c'est l'une des solutions qu'on a réussi à trouver, espérons que ça puisse fonctionner et que ça tourne. Donc là, il n'y aura plus de solution où de dire « Ah, le maire est toléré, il accepte que les voitures se garent sur les trottoirs. Ah ouais, j'avais pas de solution à l'époque. Si j'imposais sur chaussée, je ne pouvais pas l'imposer sur chaussée. Là, ça sera OK, on tolère, mais que sur les endroits qui sont matérialisés. Là où c'est pas matérialisé, si vous déposez vos courses, vous allez avoir mis, vous déménagez, vous faites quelque chose, OK, on peut le comprendre, c'est juste temporaire. Par contre, si vous êtes stationné à ce moment-là, ça sera les 135 €, comme c'est ailleurs sur le territoire. C'est contraignant ces deux routes départementales, hein, parce qu'on a plusieurs sujets qui sont assez complexes. Donc l'objectif là-dessus, c'est de pouvoir solliciter le département. On a fait forcément un chiffrage où tous les travaux à réaliser ne sont pas forcément tous éligibles dessus, mais où on a une répartition 50-50 sur la partie éligible de 9 382,50 € hors taxe. Globalement, il y en a pour presque 25 000 €. On a sorti les dépenses non éligibles, on a pris les 50% des dépenses éligibles, c'est-à-dire hors taxe qu'on peut nous solliciter une subvention à hauteur de 4 691,25 €. Y a-t-il des questions supplémentaires ou pas? Pas de questions supplémentaires? Est-ce qu'on peut passer au vote? C'est bon pour tout le monde? Super. Vous avez ensuite une délibération sur une convention qu'on va passer avec la commune de Crépin. C'est notamment au titre d'exploitation des crèches qui sont en DSP, dont le chef de file est Crépin. Crépin étant chef de file, il a pu toucher, percevoir un certain nombre de subventions de la CAF sur des bonus territoires au titre de ces crèches-là. Il faut simplement aujourd'hui que la commune de Crépin puisse reverser la quote-part de ce qu'elle a touché en subvention, mais qui correspond à l'exploitation des crèches qui sont situées soit à Bavutron, soit sur la commune de Tirochin. Donc il y a des calculs qui ont été faits où on a été mis d'accord avec les services de la CAF et la commune de Crépin. Il faut une délibération pour valider ces sommes-là et que la commune de Crépin puisse les reverser à la commune de Tirochin. Au total, vous avez quand même des belles petites sommes qui sont annoncées sur le sujet. Vous avez la convention qui vous est proposée en pièce jointe. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. On est sur une DSP qui est relancée. Hein. Là, la consultation ne va pas tarder à être mise en ligne. Je regarde notre avis derrière, mais ça y est. Ok, voilà. C'est bon pour tout le monde. Merci bien. On avait oublié lors du vote du budget, mais c'est une obligation, donc on se rattrape, on n'a pas eu de remarque, je préfère que ce soit au carré dessus. Une information quant aux indemnités de toute nature, dont les élus bénéficient, dont vous avez l'indemnité d'épargne, mais vous avez aussi les frais qui ont pu être remboursés au titre de déplacement dans le cadre de la délibération. Souvenez-vous qu'on prend chaque année sur le sujet, donc les détails vous sont donnés sur l'état des frais dessus.
Et les éléments sont disponibles au niveau des services financiers si vous le souhaitez. Pas de problème particulier là-dessus. Bon, c'est pas l'objet d'une délibération, c'est une information au conseil. Ok ? Vous avez ensuite, et je vais me faire engueuler parce que si je dis attribution de subvention exceptionnelle, c'est pas un caractère exceptionnel. Si je dis avance, je vais me faire aussi un petit peu taper sur les doigts. Globalement, l'association d'Ansonnel nous a sollicité pour obtenir, avec un petit temps d'avance, ce sera pour le prochain conseil municipal, une subvention de fonctionnement à hauteur de 8 000 €. Donc les dossiers sont en train d'être finalisés. On est allé un petit peu plus vite sur ce dossier-là, mais on le représentera de manière plus détaillée lors du vote des subventions. Sauf qu'à un moment, voilà, ils sont dans une préparation d'organisation du gala, il faut aller assez vite sur le sujet, donc ils nous ont demandé d'aller assez rapidement si on pouvait leur verser et délibérer. Donc l'objectif, c'est tout de suite de délibérer une subvention à hauteur de 8 000 € à ce niveau-là. Oui. En sachant qu'il y a des salaires à verser De certains professeurs, et ça demande une trésorerie. Voilà, donc on peut pas se permettre, ils ne peuvent pas se permettre d'avancer eux-mêmes l'argent. En attendant la subvention. Ouais. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors c'est conditionné à la signature de la charte des valeurs républicaines, et même chose, le versement se fait en 2 fois, on verse 70% à la signature dans un document et 30% au sol généralement à la rentrée. C'est une forme qu'on a pris maintenant depuis 3 ou 4 ans et qui fonctionne plutôt bien. Pas de problème particulier? Non, pas de problème, simplement une remarque. Dans le paragraphe où c'est marqué attribuer une subvention 2, c'est de lui permettre de poursuivre ses missions d'intérêt général. Restons modestes. De poursuivre ses missions, point. Parce que c'est pas d'intérêt général. Mais je ne suis pas contre la subvention. Ouais, mais c'est pas un coup le l'intérêt général, c'est autre chose. OK. Alors on met un point, on enlève, c'est tout. C'est mission. Auprès de ses adhérents. Exactement. C'est bon pour vous? Oui. Impeccable, merci bien. Vous avez l'actualisation des conditions de rémunération par contre des contrats d'engagement éducatif à partir du 1er 2025. Il y a des situations qui ont été revalorisées, donc il faut qu'on revalorise par délibération, qu'on les prenne en compte, tout est repris dedans, je ne sais pas s'il y a des remarques particulières, c'est du grand classique, on peut le valider ensemble. Impeccable. Vous avez ensuite le tableau des effectifs qui évolue au 1er avril 2025, vous avez des avancements de date classiques sur les différents services qui font l'objet forcément d'avancements cadrés. Donc vous avez les créations de postes pour pouvoir les positionner et vous aurez certainement au prochain conseil ou au suivant, si on a eu l'occasion de réunir le CST, les suppressions de postes des agents qui ont été nommés sur le grade pour tienne un tableau des effectifs au plus juste à ce moment-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Pas de problème particulier. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez le recrutement d'un adjoint contractuel pour des besoins liés à la croissance saisonnière d'activité pour l'année 2025 au service de jeunesse. Ça concerne notamment la PS Jeune, si je ne me trompe pas. C'est ça. Où on a 2 éducateurs et on a besoin d'une personne. Il faut ouvrir le poste temporairement puisque l'une des deux éducatrices est en congé maternité. Donc elle occupe le poste, mais elle est en congé maternité, sauf qu'on a un financement sur 2 postes effectifs présents, et que donc il faut une deuxième personne présente. Temporairement, on ouvre pour qu'il y ait 2 personnes, pour des 3 postes, mais en fait, qu'il y ait 2 personnes présentes. Et même chose à l'issue où la personne rentrera de congé maternité, mais je crois qu'elle arrivera à la fin de son contrat. Donc je ne sais pas si ça sera renouvelé ou pas, on resupprimera le poste pour rester toujours à 2 postes d'éducateurs sur ces activités-là de manière temporaire. Pas de remarques particulières, c'est du grand classique. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. On est délibération ensuite pour l'instauration d'une classification des stagiaires d'enseignement supérieur. On a été sollicité pour recevoir des stagiaires qui sont en formation, licence ou master. Ici, au sein des services de la ville, on a notamment un étudiant qui va venir faire son stage de fin d'études en urbanisme et en aménagement qu'on va accueillir. Il y a une participation, parce qu'on est en master, une participation au niveau du paiement du stage de cette personne, mais ça pourrait être sur d'autres. Donc vous avez une participation à hauteur, je ne sais plus, on a le coût 4,35 € brut de l'heure. Voilà. Et c'est un stage de 4 mois. Donc voilà les propositions qui vous sont faites. Bon, on a proposé un certain nombre d'actions sur les gros projets, travailler sur des contenus cartographiques, notamment pour améliorer le SIG que nous avons mis à disposition par l'AGLO. Et aussi, c'était des remarques qu'on a vues de la part de nos partenaires de positionner sur une carte
territorialement les projets de renouvellement urbain déjà réalisés, mais aussi à venir, pour que ça puisse être visible sur une carte générale. Et on a des travaux de mise en valeur territoire par les outils numériques, support carto, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on aura l'occasion aussi de participer au groupe de visite sur la politique logement vacant, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non, pas de remarques particulières. C'est bon pour tout le monde. Super, c'est voté à l'unanimité. Vous avez ensuite des délibérations d'ordre immobilière. C'est l'acquisition de 2 parcelles qui sont en limite en pied d'immeuble au niveau de la rue Aimé Césaire, particulièrement à SIGH, où aujourd'hui, ça fait l'objet de discussion maintenant depuis plus de 2 ans. C'est une bande de 3 à 4 mètres, hein, si vous prenez les plans, ils sont repris sur cette base-là, qui appartenait à SIGH, qui venait jusqu'au trottoir. Sauf qu'on a des difficultés aujourd'hui, puisque dans cette bande passe énormément de réseaux techniques. Donc vous avez de l'eau potable, vous avez de l'électricité qui remplit, enfin voilà, même nos réseaux à nous d'éclairage public passent en dessous. Donc on a eu une discussion avec les SIGH, parce que lorsqu'on doit intervenir, c'est toujours assez complexe. Et eux, SIGH, disent, bon voilà, on veut bien gérer nos résidences internes, parce qu'il y a des cours internes, sauf que là, on est au pied de l'immeuble, on est complètement dans un site qui pourrait être classé dans le domaine public. Donc pour régler ces problèmes de gestion de réseau et de gestion en pied d'immeuble, la SIGH a proposé à la commune de vendre à l'euro symbolique ces 2 petites bandes-là. Donc on aura 2 petites bandes qui seront cadastrées, à nous de voir après si on les classera dans le domaine public ou pas, à ce niveau-là. Mais voilà, c'est 2 bandes en gazon dessus qui font largeur allez, 3 mètres, je pense, sur la longueur complète du bâtiment. Et vous avez 2 petits retours de chaque côté. Vous avez les numéros de parcelles, vous avez l'avis des domaines dessus. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer favorablement sur l'acquisition de ces 2 parcelles dans ces conditions-là. Pas de remarques particulières? Non, mais non, pas de remarque là-dessus, mais quand vous dites que ça va repartir au domaine public, ça ne l'est pas quand c'est vendu? Non, parce que là, on va avoir 2 parcelles cadastrées, donc elles seront au domaine privé communal. Ah oui. Par contre, après, on pourra faire une procédure de classement dans le domaine public, et là, elles seront classées dans le domaine public, il n'y aura plus de parcelles cadastrées. La AO 460 et la AO 459 disparaîtront. Mais quand on les voit comme ça, l'individu lambda va dire c'est le domaine public, c'est ça que je veux dire, il y a on a un trottoir, voilà. Sauf que légalement, d'un point de vue urbain, elles sont dans le domaine privé communal, propriété de la commune, avec un numéro de parcelle. Donc les procédures de classement, on pourra la faire par la suite, en sachant qu'il y a toutes les procédures de classement à faire sur ce quartier-là qui n'ont pas été faites. Donc il y a un géomètre qui a déjà travaillé sur un certain nombre de relevés et des propositions. Tout ne sera pas forcément dans le domaine public, puisque vous devez le savoir, lorsque ça passe dans le domaine public et que vous avez des petits travaux d'aménagement, des petites choses, tout de suite, des fois il faut revenir en arrière et faire des procédures de déclassement et réintégrer dans le domaine privé communal. Donc il y aura des choix qui seront faits stratégiquement en fonction des secteurs. Il y a des trottoirs, des voiries, il n'y a pas trop de discussion. Là où il y a des fois des espaces verts ou d'aménagement, si demain vous devez aménager des petites choses, des fois, par exemple avec un permis de construire, si c'est le domaine public, on va dire non, il faut faire cadastrer la parcelle. Donc on se positionnera pour réfléchir à savoir vraiment les secteurs qui auront l'intérêt d'être passés, d'être classés dans le domaine public. Ok pour ces 2 parcelles-là? C'est bon pour tout le monde? Super. On a été sollicité effectivement par les services du BRGM, mais on ne sera pas les seuls, il y aura aussi STB Matériaux, propriétaire du terrain numéro 2, mais notamment sollicité parce qu'on est le propriétaire de la parcelle AM97, hein, qui d'un côté la déchetterie était mise sous convention à l'époque à la communauté de communes Vallée d'Escaut, ensuite à l'ancienne métropole et maintenant aussi avec, qui exploite la déchetterie, mais qui reprend aussi le petit parking juste en face et qui est la seule voie d'accès. Alors il y en a d'autres, il faut passer à travers champs, mais la voie d'accès la plus viable pour accéder à l'exploitation des points de relevage de certains pieds d'eau qui sont posés sur le territoire numéro 2. Donc forcément, les exploitants nous demandent l'autorisation de passer par notre parcelle, puisque ça apparaît encore une fois comme une parcelle publique, mais c'est bien une parcelle privée communale, pour pouvoir à l'avenir avoir la garantie qu'ils pourront toujours passer par ce secteur-là, globalement, pour aller faire les relevés de pieds de eau lorsqu'ils auront besoin d'aller faire ces relevés-là. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques particulières. On peut dire que c'est bon pour tout le monde, on peut le voter à l'unanimité. Je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération qui avait été reportée il y a quelques conseils municipaux, c'est un morceau de parcelle qui est issu de la fin de la convention EPF sur le site Équipart, une convention qui avait été initiée, si je ne me trompe pas, en 2012 ou 2013, 2013 c'est repris dans la délibération, excusez-moi,
qui, pour la plupart de ces sites, du moins sur les propriétés qui sont sur la commune de Quiévrochin, ont été cédés directement à Norcem. Vous avez été échangés, ont commencé de viabilisation sur le site là, mais il restait un morceau de foncier qui était sur la commune de Crépin, qui légalement ne peut pas être intégré une concession d'aménagement, parce qu'une commune ne peut pas déléguer en dehors de son territoire à un concessionnaire l'aménagement du site. Et donc, en sortant de convention, il y avait des discussions il y a quelques années avec la commune de Crépin pour reprendre ce morceau de parcelle, notamment pour faire un aménagement public au profit des habitants de la rue du Général Leclerc pour y créer un niveau de stationnement. Réinterroger la municipalité de Crépin a dit qu'elle n'avait plus un intérêt à maîtriser cette parcelle. Arrivant en fin de convention, le PF, voilà, c'est la ville de Quiévrochin qui est signée, même si c'est sur Crépin, donc il faut récupérer le foncier. C'est entamé une négociation, puisque cette parcelle avait une valeur, le PF voulait la sortir à hauteur de 110 000 €. On leur a dit, mais non, on n'en fait pas grand-chose, on n'a pas d'intérêt particulier. Est-ce qu'on peut avoir une discussion sur un remisage de prix? Et on s'est mis d'accord sur la somme de 30 000 € sur la reprise de cette parcelle, et qui sera redéployée. Finalement, elle va nous servir dans le projet d'aménagement du site Équipart, où avec les aménageurs, ce petit morceau de parcelle pourrait être retravaillé, notamment pour les questions d'accès sécurité incendie pour le bâtiment senior dessus. Donc ils ont vu les plans, ça fera une économie dans l'aménagement, et cette économie-là couvrira finalement les coûts d'acquisition de la parcelle et d'aménagement de cette parcelle-là. Donc c'est pas forcément une mauvaise affaire de devoir la récupérer, mais de toute façon on était dans l'obligation de la récupérer, parce qu'on était signataires d'un sortie de convention EPF, c'est nous qui récupérons. Donc voilà la proposition qui vous est faite, ça permettra de clôturer cette opération et cette convention avec l'EPF. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Abstention pour nous, en Norcem. D'accord, ok, donc 2 abstentions dessus, pour le reste c'est voté à la majorité, je vous remercie. Vous avez ensuite la validation du rapport d'évaluation de la commission locale d'évaluation et de transfert de charges suite à l'intégration et à la déclaration d'intérêt communautaire du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. L'ensemble des éléments pris, ça a été voté au niveau du bureau communautaire de Valenciennes Métropole. Sans difficulté, on vous propose de l'adopter. On a ajouté une mention locale sur la commune et qui devrait être suivie d'autres effets dans d'autres communes concernées par le sujet. Notamment de dire que voilà, pas de difficulté, le musée, moi je vais t'exprimer d'ailleurs au conseil communautaire sur la déclaration d'intérêt communautaire, pas sur la commission d'évaluation et de transfert de charges, sur le fait qu'effectivement le musée était supporté par la ville de Valenciennes, mais qu'il y avait un rayonnement autre que celui de la ville de Valenciennes, et que la communauté d'agglomération le récupère en giro communautaire, il n'y a pas de difficulté au vu de son usage sur le territoire, sans difficulté. Par contre, on veut, à travers cette délibération, aussi ajouter le fait que on souhaite demander à l'ancienne métropole vraiment d'engager une procédure concernant la gestion des établissements aquatiques et des piscines, puisqu'on a des piscines sur notre territoire qui coûtent à peu près, situation annuelle, autour des 650 000 € pour Quiévrochin et 650 000 pour Crépin, qui sont quand même assez lourdes, et qui, au même titre que le musée, ou le Phénix, ou d'autres équipements, le Théâtre d'Anzin, le Boulon, le Dojo de Vieux-Condé, on peut en citer plein d'autres, ont un rayonnement autre qu'un rayonnement communal, ont une vocation intercommunale. J'appuierai d'ailleurs mes propos sur les 2 derniers rapports de la Chambre régionale des comptes qui demandaient clairement à l'ancienne métropole de se positionner sur l'exploitation et la reprise de la compétence piscine et établissement aquatique. Donc on profite de cette délibération de transfert de charges pour dire pas de problème sur le musée et sur le coût que ça représente, puisque Valenciennes va voir ses dotations de Valenciennes métropole diminuer, puisque c'est le musée communautaire. L'aglo reprend les calculs, ce que coûtait le musée à la ville de Valenciennes et le déduit des participations que l'aglo pouvait donner à Valenciennes. Mais de notre côté, nous on souhaite qu'il y ait une réflexion sur cet établissement aquatique au niveau du territoire. Ça concerne la piscine de Quiévrochin, qui finance 50-50 par Crépin et par Quiévrochin, mais également la piscine de Saint-Saulve et la piscine de Valenciennes sur cette question-là. Donc voilà, on a voulu profiter de cette délibération pour mettre ce petit élément-là et pouvoir au moins, au-delà des alertes politiques qu'on a déjà faites, faire une alerte qui soit actée juridiquement dans le cadre d'une délibération. J'ai eu mes collègues de Crépin et de Saint-Saulve qui devraient embrayer sur le sujet. Pas de remarques particulières? Bon, si, vous savez, je vais en faire. Ça fait longtemps qu'on le dit. Hein. Valenciennes, il y a tous les boulevards. Valenciennes, il y a maintenant, il y a le musée, c'est comme je suis merveilleux, c'est le musée. Tout ce qui est à Valenciennes est d'intérêt communautaire. Parce qu'on passe à Valenciennes. Mais j'avais dit, rappelez-vous à ce temps-là, j'avais dit la piscine de Saint-Saulve. Je ne vais pas parler de Valenciennes, moi. Piscine de Saint-Saulve et de Valenciennes, de Quiévrochin, le déclaré d'intérêt communautaire. On m'avait rayonné. Je vais vous le dire, ça c'était Georges Bustin. Georges Guy Bustin. Ah oui. Il m'avait rayonné. Pas ici, on va dire. Non, c'est pas ici. Ah, j'avais peur. Non, mais je. On a eu peur.
Ne m'interrompez pas, monsieur le secrétaire. Donc voilà, c'est pas nouveau. Et ce ne sera pas fini. Et par contre, là où je vous donne tort, c'est de dire Saint-Saulve et Valenciennes. Bien sûr que c'est prochain, d'accord. Mais mettez pas Valenciennes, parce que... Ah, le problématique, c'est que s'il y a une compétence qui est prise en termes d'exploitation sur une thématique sur le territoire, généralement, ils intègrent tout. Alors maintenant, il y a la loi 3DS qui permet de faire une différenciation d'exploitation, je suis d'accord. Mais bon, voilà, l'objectif, c'est de dire si on exploite des établissements, on exploite la typologie d'établissements sur l'ensemble du territoire. Comment? Non, elle est à la ville, mais elle est gérée sous forme de DST. Et c'est la ville, elle est dans le giron de la ville. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur cette délibération? Mais où est-ce qu'on voit votre délibération hein? C'est-à-dire Non, mais où est-ce qu'on voit votre remarque? Il est marqué à demander à Valenciennes Métropole. c'est qui, moi? Ici, dans les... D'adopter le contenu, préciser et demander. De vouloir engager une procédure visant à intégrer la code d'accord. On est OK? C'est bon pour tout le monde? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Vous avez ensuite une délibération qu'on a renommée. Pourquoi? Parce que chaque année on délibère. Or, dans le cadre des pouvoirs que le conseil municipal donne, s'il n'y a pas de modification, c'est un aspect traditionnel sur un événement, il n'y a pas besoin de délibérer sur la tarification. Donc on a organisé, on a appelé ça organisation des printemps. En fait, ça correspond à la chasse aux œufs qu'on organise chaque année avec un tarif de 1 €. Tout est repris. Ça permettra d'éviter chaque année de devoir revenir et de redélibérer sur le sujet. Il n'y a pas d'évolution tarifaire en vue, quoi que ce soit, mais au moins on a quelque chose qui, des fois, avec le calendrier, n'oblige pas à faire un conseil municipal. Ensuite, on l'a oublié, on a fait un conseil municipal il y a quelques temps, on a oublié de le mettre dedans, et aujourd'hui, on est obligé de redélibérer, ça sera de manière beaucoup plus fluide. Sinon, sur la chasse aux œufs, rien de bien spécifique. On a maintenu le site de la salle des fêtes, parce que c'était bien passé l'année dernière. On peut accueillir les parents, on peut faire des activités dans la salle et dans la cour, pour que ça se passait plutôt bien, notamment si la météo n'est pas extraordinaire. Donc voilà, sur ce choix-là, et toujours la même organisation, 2 tranches d'âge, 3, 5 ans, 6, 9 ans. Et le prix, on n'a pas mis le prix. Donc voilà, on organise la flexibilité, le prix sera dans le cas des le prix c'est 1 € par participant. Ok, très bien, merci à vous. C'est bon pour vous? Super, merci bien. On a une mise à jour du règlement intérieur de la bibliothèque municipale, notamment pour valider le remboursement des personnes qui ont adhéré, puisque depuis le 25 février, l'accès est gratuit dans le sens où on a signé la convention d'objectif avec la bibliothèque départementale, qui est la première étape. On rentre aussi prochainement dans le dispositif de réseau des bibliothèques communautaires, du réseau de lecture publique Myriade de Valenciennes Métropole. Or, des gens ont payé des adhésions et donc on a un remboursement à faire de l'adhésion puisque le tarif est gratuit aujourd'hui. Donc on a cette délibération qui nous reprend et qui nous permet d'autoriser le remboursement des personnes qui ont payé alors qu'elles ne devaient plus payer parce qu'il y a eu un décalage entre le moment où on a délibéré, où la régie s'est mise à jour et où c'était opposable. Donc est-ce qu'on est d'accord sur le sujet? Pas de problème, les conditions d'organisation sont reprises avec un courrier de demande auprès des services. Pas de problème, simplement une précision. Oui. Vous venez de parler de Valenciennes Métropole, alors que je vois que c'est un objectif avec le département. Oui, il y a deux choses. Oui, mais justement, là on signe simplement le département. Oui, on avait déjà signé avec le département, c'était dedans. Et on va se mettre dans les dispositifs. Valenciennes Métropole le fait en plusieurs vagues, donc il y a eu déjà 2 vagues, et 3e vague, et chaque année ils refont un appel pour la vague suivante, et je crois que je regarde Camille, mais je crois qu'on s'inscrit sur cette 3e vague-là. Donc je pense que c'est déploiement courant 2025. C'est bon pour vous? Impeccable. On termine le conseil municipal avec la programmation politique de la ville au titre de l'année 2025, notamment les subventions à verser au titre de l'appel à manifestation d'intérêt qui ont été proposées. Ça a été travaillé par les services municipaux et piloté à la fois par Frédéric Tourillon parce que c'est en délégation, mais également Colin Cachenarec parce qu'il y a des choses qui relèvent du fonctionnement du CCRS. Vous avez une fiche qui reprend l'ensemble des actions par les porteurs de projets, que ce soit la ville, le centre social, il y a aussi l'État qui travaille sur le conseil citoyen et sur les démarches globales d'amélioration du cadre de vie. Et je crois que c'est une convention sur 2 ans, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est les parts globales qui sont dessus. Vous avez les validations qui ont été faites à la fois par les différents financeurs et les restes à charge de la ville. Donc l'objectif c'est de bien vouloir valider le tableau de financement tel qu'il a été prévu et de m'autoriser à signer l'ensemble des documents afférents à ces projets avec les différents porteurs de projets
qui sont subventionnés ici à travers ces différentes fiches. On est sur une année de transition, je le dis, hein, parce que ces appels à projets ont dû être déposés l'année dernière, si je ne me trompe pas, avant fin juillet ou fin août. Et on est dans les basculements personnels à ce moment-là, où vous savez qu'on a une personne chargée de politique de la ville qui est en poste mutualisé et qui vient de Valenciennes Métropole. Et donc, elle est arrivée mi-juillet, il a fallu prendre ça de manière assez tambour battant. Donc, mais on est aussi sur la première année de la nouvelle mouture. Donc beaucoup de communes, et on n'est pas les seuls, ont été un peu perdus parce que le nouveau format d'appel à projet, ça a permis de se mettre en place. Donc là, on a pu valider un certain nombre de projets qui avaient été travaillés avec les partenaires et sur lesquels on a mis un regard. L'objectif, et c'est déjà là en réflexion, c'est d'abonder les projets pour l'appel à projet 2026 de manière beaucoup plus sereine, puisque on a désormais le temps de les préparer et c'est pas quelque chose avec un calendrier qui est quand même assez serré. Voilà sur la présentation telle qu'elle est faite, vous avez les 5 opérations qui vous sont proposées ici sur les différents axes tels qu'ils sont repris dans le contrat de ville. C'est l'ensemble de la programmation, ça, 2020 ? Non, c'est la programmation propre à Quiévrochin parce que vous avez deux typologies de programmation. Vous avez les programmations transversales communautaires et vous avez ensuite les programmations locales propres à Quiévrochin. Donc ça, c'est les programmations locales propres à Quiévrochin. Mais en plus de ça, viendront s'ajouter des actions qui ont été déposées au titre des axes communautaires et qui doivent se dérouler dans l'ensemble des QPV. Donc ils ne déposent pas au niveau de la ville, ils déposent au niveau de l'agglo. Il n'y a pas de cofinancement ville sur le sujet, mais en plus de cette programmation locale, vous avez la programmation, je vais dire, transversale de l'agglo, avec les appels à projets d'agglo, mais qui vont sur l'ensemble des QPV. Mais l'ensemble des QPV, il y a Quiévrochin. Après, il y a Valenciennes, c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Onin, Fresnes, Marly, Condé. Onin, ils sont en QPV. Ouais. Saint-Saul, Anzin, en quartier Condé, Vieux-Condé. En quartier prioritaire, Vous en avez. Donc la nouvelle programmation, elle se fait sur deux axes. Enfin voilà, des axes dépôt d'appel à projets qui se dérouleront sur l'ensemble des quartiers. Et deuxième axe, sur des appels à projets locaux qui se font que sur les quartiers de Quiévrochin ici. Donc en plus de ça, on aura un certain nombre d'autres projets qui ont été déposés au niveau de l'agglo, mais qui doivent rayonner, enfin ils doivent justifier qu'ils sont venus sur l'ensemble des quartiers du QPV. Et c'est pour eux de chercher du QPV sur le sujet. Comment ? Ça sera pas Valenciennes qui prendra tout. Je ne sais pas, on verra bien sur la programmation. Notre objectif, c'est d'aller les chercher, ces projets-là, et démontrer qu'ils viennent chez nous, et qui ont été réalisés chez nous, et sur l'ensemble des quartiers, et pas que sur quelques quartiers du QPV. Est-ce que c'est bon pour vous sur la programmation ? Attention, Sur la programmation et les montants de subvention et de participation. C'est bon à l'unanimité ? Bah, écoutez, on a... Comment ? Il y a 2 abstentions. 2 abstentions, donc à la majorité. Très bien, terminé. Merci pour votre présence, pour vos débats, et on peut clôturer cette séance. Merci à vous, bonne soirée.